bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre nouvelle émission Téléculture, l'émission de Ibiz TV qui vous vous embarque dans une aventure littéraire et surtout culturelle. Alors, je serai accompagné pour cette aventure de Ibrahim Adamou, que je salue. Ibrahim, bonjour. Bonjour, Arim Lassissi. Alors, beaucoup de soleil dans ta vie. Il est bien ensoleillé, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Ah oui, c'est ça, tout à fait. Alors, on espère également que vous aussi, à la maison, vous qui nous suivez actuellement, vous vous portez comme un charme, vous allez très bien. Nous aussi, on se porte bien, c'est pourquoi on va travailler pour vous, pour votre bonheur, pour votre plaisir. Alors, pour la toute nouvelle émission Téléculture, elle sera éclatée en 3 parties. Tout de suite, vous aurez droit à un bulletin des informations littéraires et culturelles du mois. Ça part du Bénin, ça fait le tour de l'Afrique et même du monde entier. Alors, donc, juste après, il y aura un décryptage, il y aura un débat de toutes ces informations-là. Et après la deuxième partie, vous aurez en deuxième plateau le mot du jour. Le mot du jour, les origines et quelques exemples d'usage. Et pour finir, le plat de résistance, c'est bien sûr l'entretien avec un écrivain. Ça peut être un écrivain, ça peut être un promoteur culturel, ça peut être également un acteur de la culture de notre pays. Voilà. Donc, ce serait un plat plutôt très intéressant. Donc, restez avec nous et merci encore pour votre fidélité, chers téléspectateurs. Alors, on va y aller tout de suite sans transition. On va découvrir en même temps l'apéritif, le bulletin des informations littéraires de ce mois. C'est parti avec Ibrahim Adam. Merci beaucoup, Arim Lassissi. Bonjour, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Ibiz TV. Bienvenue à ce bulletin des informations culturelles et littéraires. Nous le débutons avec le lot des nouvelles parutions. Annonçons que l'écrivaine Carmen Tourdonon enrichit la littérature béninoise en langue nationale par la publication en langue gungbe du recueil de contes Kinikinivi Po Awewepo, la version en langue nationale donc, de son livre Le lionceau et le papillon. Nous restons dans le rang des nouvelles parutions où le jeune écrivain Chris Amelian s'illustre avec son recueil de nouvelles 60 millions dont le lancement a eu lieu ce 28 octobre 2023 à Porto Novo. Parlant toujours littérature, le Grand Prix littéraire du Bénin va connaître son épilogue le vendredi 3 novembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Intéressons-nous à la musique à présent pour boucler ce tour du Bénin. La diva Pepe Oleka a livré ce samedi 28 octobre un concert à l'Institut français du Bénin. Un concert à la satisfaction des mélomanes. Elle était bien entendu accompagnée de quelques autres artistes, notamment Boboé et les Pépitards. Restons toujours avec le volet musique, mais cette fois-ci hors des frontières nationales au Togo, où l'artiste Black AD, prix découverte RFI 2022, anime un concert ce samedi 4 novembre 2023. Ce même jour, du côté de Yaoundé à l'Institut français précisément, l'artiste Afrotronics donne rendez-vous aux amoureux de la musique électronique. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce bulletin des informations culturelles et littéraires. Je vous remercie d'avoir suivi, tout en vous donnant un rendez-vous pour la semaine prochaine, si Dieu le veut. Alors, il va le vouloir, mais en attendant, on va continuer. C'est le moment maintenant de décrypter ces informations. Ce qui m'intéresse d'abord tout de suite, j'ai parie que ça intéresse également nos amis internautes, c'est le programme du Grand Prix littéraire qui va connaître son épilogue le vendredi 3 novembre 2023. Le ministère de la Culture qui invite tout le peuple béninois à venir soutenir, à venir apporter sa pierre à l'édifice de la promotion de la littérature béninoise. Oui, monsieur Lassissi, il faut le dire, le Grand Prix littéraire du Bénin, eh bien, c'est la plus grande fête
plus grande messe de la littérature béninoise. Donc c'est un moment qui est très attendu par tous les amoureux de la culture béninoise et même d'au-delà, tous ceux-là qui s'intéressent à la littérature du Bénin. Attendent ce moment avec impatience. Donc ce moment est déjà là, il s'agit bel et bien donc, du vendredi prochain, du vendredi 3 novembre. Et Donc, on va découvrir, vous avez dit, on va donner une idée à nos amis, à ceux qui nous suivent actuellement, ceux-là qui sont finalistes, après oui. la phase de présélection. Après la phase de présélection, il y a 10 finalistes pour la catégorie de meilleur écrivain du Bénin et pour la catégorie de meilleure maison d'édition, donc de meilleur éditeur du Bénin, nous avons 3 maisons d'édition qui sont en liste. Et pour la catégorie du meilleur journaliste, nous en avons 2. Eh bien, le meilleur chroniqueur littéraire. Meilleur chroniqueur littéraire. Vous êtes chroniqueur littéraire, pourquoi vous n'avez pas attendu? Donc ça, je le programme pour l'année prochaine. Tout à fait. Inch'Allah. Tout à fait. Bien, et concernant les auteurs qui sont en liste pour le prix du meilleur écrivain. Et il faut le dire, je ne vous arrête pas, il faut le dire, pour le prix, le grand prix littéraire d'ailleurs, il faut dire que avant c'était catégorie, pas catégorie. Hein. On avait les catégories en fonction des gens littéraires dans lesquels vous évoluez. Il y a par exemple les romanciers à part, les nouvellistes à part, les poètes à part, mais là il y a un tronc commun. Oui. Il faut dire, à la naissance de ce prix, c'était partitionné de sorte à mettre des auteurs qui pratiquent le même genre en compétition. Donc, nous avons la sous-catégorie, roman, nouvelle, pièces de théâtre, etc. Mais depuis 2 ans, le prix se donne pour vocation de rassembler tous ces genres littéraires-là dans le panier de la littérature et donc de mettre en compétition des gens qui pratiquent divers genres littéraires et de choisir parmi eux le meilleur. Et rassurez-vous, certainement, vous êtes en train de vous demander comment on peut comparer la plume la poésie, par exemple, à la plume d'un poète. Il faut le dire, le grand prix littéraire a un jury constitué d'éminentes personnalités des universitaires, du monde universitaire, donc de ceux qui s'y connaissent. Et je crois que du haut de leur connaissance, ils sauront quand même faire le choix, la part des choses, afin que le meilleur écrivain, la meilleure plume, et cela n'a jamais été déçu. Hein. Toutes les œuvres qui ont été déclarées meilleures prix du Bénin sont quand même des œuvres qui sont très très agréables à lire et qui quand même présentent de très belles originalités. Donc je ne crois pas que cette année déroge à cette règle-là. Pour en venir à ceux-là qui sont finalistes, donc je vais les citer, il s'agit de Emmanuel Bernet-Lalayer, de Destin Apo, de Rodrigue Gunda, de Alphonse. Déjà pour qui revient, hein? Oui, qui revient cette année, toujours avec la même Laurent Félix. Et puis nous avons Alphonse Monchor, nous avons Florent Monchor, puis Elisabeth Alanji, nous avons également Sadlé Mondiamé, Claude Balogun, Eteka Alabi, et enfin Mohamed Baka. Voilà. En ce qui concerne le prix du meilleur éditeur, nous avons 3 maisons d'édition qui sont Tristan Édition du Flamboyant et Communication, et enfin Édition Vénus d'Ében de Kamel bien entendu. Et concernant le prix du meilleur journaliste chroniqueur littéraire, donc celui-là qui va succéder à Esquilago, nous avons Teddy Kandigbe et Edouard Kachipé. Donc voilà, tous ceux-là qui sont en liste, on peut leur souhaiter bonne chance et que le meilleur gagne. Alors, on parlait tantôt de Vénus d'Ében, de Kamel Toudoulou, qu'on ne présente plus. Et dans votre bulletin, tout à l'heure, vous avez annoncé un événement, un lancement d'un recueil de contes. Oui. C'était Kinivi et Awewe. Oui, Kinivico, Awewe. Voilà. Donc, on traduit en français par le lionceau et le papillon. Donc, il faut dire que ce sont des événements qui sont rares, surtout chez nous, où nous n'avons pas encore cette plume-là aussi effervescente en langue nationale. Nous avons de grands écrivains,
mais notre langue de prédilection, notre langue littéraire de prédilection, eh bien, c'est la langue du colonisateur, et c'est le français que nous utilisons. Mais je crois qu'il y a également ce côté-là de cet écrivain qui s'essaye quand même à produire de la littérature un peu de nationale, originalité. voilà, pas de l'originalité, tout ça. Il faut les encourager parce que le gouvernement également a instauré des classes linguistiques, des classes culturelles, pas une langue, où on apprend également. Il faut encourager cela. Il faut encourager cela. Et quand on instruit un enfant, et quand on ne lui offre pas de la belle littérature dans cette langue dans laquelle on instruit, je crois que son instruction ne sera pas complète. Il va lui manquer quelque chose. Donc, cette littérature est importante. Ça veut dire qu'à nous autres, il nous manque beaucoup de choses. Oui, il nous manque beaucoup de choses. On peut parler d'une sorte de remède à la culturation que nous ne avons malheureusement. On aurait vraiment été plus fiers aujourd'hui si nous savions manier autant de langue nationale que la langue de notre pays, qui nous sert aujourd'hui donc de langue de travail et tout le reste. Donc moi, ça m'a beaucoup envie. Tout à fait. Donc la date, le lieu, ça sera pour bientôt quand même. Pour bientôt. On vous reviendra avec des précisions. Par rapport à la date. Le lieu. Voilà. Un autre élément de votre bulletin, on parle de Pépé Oleka, la diva, Pépé Oleka qui fait aussi, qui était sur scène avec le Pépita et Bobo Way. Voilà. On peut dire, Pépé Oleka, c'est une grande artiste du Bénin et sa musique est beaucoup appréciée, surtout en ces temps où nous avons des discours qui nous incitent à revenir un peu à nos origines, et également à faire le mélange, à faire le mariage à faire le métissage de nos cultures. Donc, une musique comme celle de Pépé Oleka est très prisée. Quelle est sa particularité? C'est qu'elle arrive à allier avec beaucoup d'harmonie les traditions vaudou et la musique et les instruments de musique modernes. Et donc c'est cela qui est la base même de sa musique. Et quand il y a un concert, elle fait guichet fermé. Donc voilà, elle a gagné donc les Mélomanes la dernière fois à l'occasion de la nouvelle rentrée de l'Institut français du Cotonou, dont la vocation est également de promouvoir les cultures locales, les cultures partenaires. Donc c'est dans ce sens que une artiste comme Pépé Oleka, qui fait de la musique vaudou, à venir prester chez eux. Elle était pas seule sur le. Non, elle n'était pas seule. Il y avait également Bobo Way, qui était également sur scène. Il y avait également ces Pépitas ou Pépites, qui l'avaient également accompagné voilà, sur scène, ce qui a donné inévitablement quelque chose de très beau. C'était carrément une scène de grande facture, une très bonne facture. Alors on va évoluer avec une autre information. Oui, on pourrait parler de Chris Amégan, qui lance. Avec le 60 millions, à la tête de 60 millions. Donc, pour ceux-là qui souhaitent s'enrichir, oui, voilà. Donc c'est très facile. Vous êtes millionnaire déjà? Vous avez déjà bien sûr, je suis déjà à la millionnaire. tête de 60 millions. Je suis multimillionnaire. Voilà. Et donc, nous promettons également à nos chers téléspectateurs qu'ils seront également millionnaires très prochainement. Parce qu'il y a également une Chris Amégan qui s'annonce pour cette émission. Bientôt. Donc, on aura le temps de revenir sur 60 millions et de le décrypter. Alors, donc, le lancement a eu lieu le samedi. Le samedi dernier, le samedi 28 octobre. Tout à fait. À Porto Novo. Ouais. Tout à fait. Alors, donc, on souhaite du bon vent à l'ouvrage, 60 millions de Chris Amégan. On a fini. On a dit. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, on va à la régie et on revient découvrir le mot du jour. C'est parti, à tout de suite.
Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à votre chaîne Ibiz TV créée pour inspirer. Retour en plateau ici, de ce côté. On va découvrir le mot ou l'expression de ce jour. C'est bien sûr, je sais que je ne trahis aucun secret, mais c'est bien sûr l'hôpital. Hein, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quels sont les contours de cette expression? On va découvrir ça avec, toujours avec, on reste avec Ibrahim Adami. Bien, merci beaucoup Arim Lassisi. Bien, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est une expression idiomatique française que l'on utilise pour dire tout simplement, lorsque quelqu'un se moque d'un défaut auprès de quelqu'un d'autre qu'il a lui-même. Il a le défaut. Il a le défaut lui-même. Il se permet quand même de se moquer de quelqu'un d'autre qui a le même défaut que lui. Voilà. Donc, et d'où nous vient cette expression? Eh bien, pour comprendre cette expression, il faut remonter au XVIIe siècle en France. Eh bien, quand on parle de l'hôpital, donc, et puis de la charité, il s'agissait au XVIIe siècle de deux institutions sœurs et rivales à la fois. L'hôpital était réputé pour recueillir des malades, des indigents, de ceux-là qui pratiquaient de la mendicité, et également de ceux-là qui avaient des problèmes de mœurs, donc des prostituées, comme on dit. Ça, c'est l'hôpital. Vous allez remarquer que le mot hôpital et le mot hospitalité ont les mêmes racines. Donc, l'hôpital, c'est cette institution qui hébergeait, qui accordait l'hospitalité à ceux-là qui n'en avaient pas. Donc, il n'y avait pas encore des malades physiques. Des malades physiques, il y avait une autre institution qui leur accordait également cette hospitalité et qui les soignait. Et l'autre institution, bien entendu, c'était la charité. Donc, la charité accueillait donc ceux-là qui avaient des maladies du corps, des maladies physiques, peut-être le paludisme ou bien la fièvre, les accueillait. Tandis que l'hôpital, de son côté, accueillait donc ceux-là qui avaient des maladies, qui avaient des difficultés à bien vivre selon des normes prescrites par l'Église. Donc, ils pratiquaient de la mendicité ou bien de la prostitution. Alors, dans ces deux cas, est-ce qu'il vaut mieux être à l'hôpital ou bien à la charité? Bon, les deux. Est-ce qu'il vaut mieux avoir la fièvre ou bien être mendiant? Est-ce qu'il vaut mieux avoir des maladies incurables plutôt qu'être en bonne santé et faire quand même tendre la main au bord de la voie et ne rien avoir mangé tout en étant bien portant? Donc le choix était rapidement fait. Il valait mieux être en bonne santé, peut-être avec des problèmes de mœurs, plutôt que d'être à l'hôpital. Vous voyez, donc c'est pour cette raison qu'il est donc mieux d'être à l'hôpital plutôt qu'à la charité, d'où ceux qui sont à l'hôpital se permettaient donc de se moquer de ceux-là qui sont à la charité. Voyez-vous? Donc, d'où est née cette expression que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Il y a un proverbe équivalent chez nous qui dit quand la peau du mouton est sale, ce n'est pas au porc de le dire. Quand on va sur le porc, on trouve encore plus grave. Donc, quand on a un défaut, il vaut mieux qu'on ne se moque pas de quelqu'un d'autre qui a le même défaut, ou bien on a un défaut plus grand. On se permet de se moquer de ceux-là qui ont un moindre défaut. Voilà donc dans le contexte dans lequel cette expression est utilisée. Donc maintenant, pour en venir à un exemple d'usage, lorsque vous êtes deux pays et aucun de vous n'a remporté la Coupe du Monde, par exemple la Coupe d'Afrique des Nations, le Bénin et le Togo, par exemple, et que le Togolais se permet par exemple de dire à un Béninois, mais vous ne valez rien. Autant laisser le football. Le Béninois peut lui rétorquer, bien c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Pour lui dire tout simplement, ce que tu me reproches, bien ce que tu soulignes de négatif en moi, existe bel et bien chez toi également, et même pire que chez moi. Voilà, tout à fait. Merci à vous, cher Ibrahim, notre chroniqueur littéraire maison. Merci pour cette clarification. Donc, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Donc, ne vous moquez pas de quelqu'un si vous avez aussi les mêmes
défauts, autant se corriger, hein, d'accord, pour le meilleur de nous tous. On va retrouver également un élément rapidement avec la complicité de la régie. On revient pour la dernière ligne droite de cette émission. Merci. Eh bien, c'est la dernière ligne droite de cette émission Téléculture, votre nouvelle émission de littérature et de culture, animée par Ibrahim Adamou et moi-même en personne. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un grand prix littéraire de ce pays. Ça s'agit de Charlemagne Bonquet, que vous allez découvrir bientôt, comme je l'annonçais, comme un plat de résistance. Ibrahim, bonjour. Bonjour, monsieur Lassissi. Comment vous allez? Très bien, chez vous. Je vais très bien aussi, surtout quand je partage le même plateau que vous et un grand plaisir. Nous sommes très honorés aujourd'hui de recevoir pour les téléspectateurs monsieur Charlemagne Bonquet, qui a été grand prix et finaliste du grand prix littéraire du Bénin en 2022 avec son roman Le crime ultime. C'est bien ça. Voilà. Je vous remercie déjà d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci et bienvenue chez vous. Merci. Bien, aujourd'hui vous êtes là pour parler avec nous, bien sûr, de votre toute dernière parution. Il s'agit de Ce vertige en moi, qui a paru récemment. Alors, pour y aller rapidement, la toute première question que je vais vous poser, c'est quelles ont été vos sources d'inspiration pour l'écriture de ce roman? Un peu comme les précédents romans. Et je parle de Noir Préfa, le premier en 2019. Ensuite, il y a eu Le crime ultime, dont vous avez parlé en 2022. Je n'ai pas voulu m'éloigner de ce secteur qui est quand même l'école, principalement le secondaire. Je ne sais pas, j'ai toujours eu plus de facilité et plus d'inspiration pour ces choses-là. Je ne sais pas si c'est pour revivre en partie mon adolescence, mais j'aime bien ce milieu et je m'ai vêtu à parler des milieux de ce milieu. Ça revient toujours sous une forme, une nouvelle forme pour parler de ça. C'est ça. Et, vous avez imprimé cette fois-ci à votre roman une forme de roman policier. Oui, qu'est-ce qui a été à la base de cela? Le roman policier, d'abord, c'est sous l'impulsion, ou bien sûr sous les conseils d'un ami. Je parle de Esquilabo. Et il dit: j'aime bien ton style d'écriture. Pourquoi tu n'explorais pas ce champ-là? À la différence que, bon, on n'est pas obligé d'avoir du sang comme ça se voit beaucoup plus de l'autre côté. Et ce que j'ai essayé, en fait, j'estime que j'ai essayé, parce que je ne sais pas si j'ai pu couvrir tous les angles de mais ça a été un exercice. Nous avons quand même des enquêteurs, nous avons des victimes, oui. Nous avons un cas de vol, de accusation qu'il faut élucider. C'est vrai. Tout s'est bien passé quand même. On a, à l'instant des romans policiers, quand même, cette trame-là, ce fil conducteur qui est également présent dans votre roman. C'est l'exercice. Alors, vous avez abordé dans ce roman, je veux parler de Ce vertige en moi, vous avez abordé, comme je disais tout à l'heure, Ibrahim Adamou, la vie des élèves. Oui. On parlait des études, des relations amoureuses, des primates. Oui, je parle d'amour, des fausses accusations aussi, oui, qui sont le sujet central de votre roman. Pourquoi vous vous intéressez oui, à ce monde-là, des élèves, ou quel plaisir vous prenez Merci Lassissi, c'est d'abord une immersion dans ce domaine-là, le domaine scolaire. Et je suis parti en fait du thème principal qui est une fausse accusation. Un ordinateur est perdu dans une salle. Tout le monde cherche un voleur. Et par calomnie, on a pensé aux jeunes véhiculés. Et c'est là où j'ai voulu en fait, cultiver chez nos jeunes en fait, l'esprit entreprenant d'aller chercher le danger, d'aller vers le danger pour voir ce qui ne va pas. Il aurait pu s'arrêter à une prière, mais non, j'ai voulu quand même commencer par
permettre à ces appreneurs-là d'avoir l'initiative d'aller chercher là où il y a l'inconnu. Et c'est comme ça qu'ils sont partis, ils se sont décidés, des frères, je parle de son grand frère Elon, d'aller chercher, on va pas m'accuser de quelque chose, je vais lutter et attendre que la providence vienne régler pour leur sa place. Et c'est là, ça prend beaucoup de temps. voilà, donc pour moi, c'est avant tout, comme je le dis, quand je suis face à des élèves, et je le dis la dernière fois avec les enfants du CCR et de Midara au CCRI, je leur dis, allez à la recherche de la vérité. Ne restons pas dans ce cocon-là qui dit Dieu pourvoira pour tout pour nous. Surtout que Dieu a tellement fait déjà. Ben voilà, donc tout est parti de là. Deuxième chose, les défis scolaires. Je m'en fais un travail personnel parce que d'abord, je vous ai dit, je suis du domaine éducatif. On vous présente même comme 17 heures de Voilà. scolaire. Il y a eu avant moi, mais là, c'était pas pour moi. Et l'objectif, en fait, c'est d'éveiller. C'était d'abord l'éveil de conscience. Et deuxième chose, montrer aux enfants la curiosité qui est nécessaire pour pouvoir atteindre l'objectif, retrouver tout un voleur. Le policier qui le fait, il n'a pas de tête. Il part des suspicions. À part des suspicions, il cherche des canaux qui montrent que ceci est relié à ci, mais pourquoi telle personne a eu telle réaction, et pourquoi c'est forcément ce qu'il faut faire. Donc, en fait, l'objectif, en fait, c'est d'amener les enfants, quand ils vont lire cet ouvrage, d'avoir l'esprit de curiosité. C'est ce que je voulais développer sur le sujet. Eh bien, tout de suite, vous évoquiez certains noms de vos personnages, notamment Elon, Eliplim. Il y a d'autres personnages qui se nomment Bidolé, Limon, etc. On voit qu'ils sont des noms que vous puisez de l'aide culturelle avec Tado. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous devez à cette aide culturelle. Je voudrais rectifier quelque chose. Oui. Pas seulement les Tado, parce qu'il y a Oluchi. Oui. Bon, voilà. Depuis 2019, où j'ai commencé à faire des publications, je me suis dit, pourquoi est-ce que je dois énoncer des noms que les gens maîtrisent mieux là-bas qu'ici? Quand vous voyez Alpha a une signification dans notre culture. Et c'est vrai, je suis de l'État parce que je suis adja. Et comprenez que je puisse avoir plus de facilité à trouver les noms dans les adja et d'aider le public à rentrer dans le jeu et à accepter aussi les personnages que je présente. Est-ce que ce n'est pas également une façon pour vous, par exemple, d'imprimer graphiqualité? Mais c'est important pour nous, c'est à nous de le faire. C'est pas au blanc de venir écrire pour nous. Donc je suis dans un contexte où j'écris d'abord pour les miens. Les miens, c'est les élèves d'ici ou les Béninois en général ou les Africains en général. Et je sais qu'ils ont du plaisir à se retrouver avec des noms qu'ils ont au quotidien dans leur maison ou dans leur rue. Tout à fait, parce que ça va créer le déclic ou la curiosité chez le blanc qui touche à cet ouvrage, par exemple, qui découvre et voilà, et autres. Mais qu'est-ce que c'est, de quoi parle-t-on? Et c'est beaucoup plus bon on va parler de par exemple de Charles, de Roland. Écoutez, j'ai du plaisir à ce qu'on m'appelle Kofi. Voilà. C'est le nom pour moi. Il y en a qui appellent ces petits prénoms-là des prénoms indigènes. Il y en a qui le cachent. Je ne le cache pas. On le laisse à la maison. Non. Alors que, nous sommes dans le mois, nous sommes en train de boucler le mois du consommant local. Donc, ça fait partie des bons. On voit, voilà. Oui, effectivement, il y a de ces apprenants-là qui ont, on peut le dire, qui ont honte de leur nom qu'on nomme indigène, de leur nom qui viennent de leur Et je parle déjà qu'avec ce que vous êtes en train de faire, si nous apprenons par exemple Lee dans ce roman, Eliplim et l'homme qui sont d'ailleurs des personnages qui se sont illustrés de façon très positive. Je crois que cet enfant-là, l'apprenant, n'aura plus honte de porter ce nom. Donc c'est également ce travail des auteurs de démystifier, de montrer ces beaux noms sous leur beau jour. Alors il y a également on a découvert avec vous, bien sûr, dans cet ouvrage, que les fausses accusations, on ne les rencontre pas simplement dans le cadre scolaire, on peut l'avoir aussi ailleurs. Et maintenant, ce qui est mis en lumière ici, c'est beaucoup plus l'attitude de Eliplim et l'homme qui ne sont pas restés, qui n'ont pas confié, d'accord, ils n'ont pas mis tous
tout leur espoir de retrouver le véritable coupable dans les prières. Bon. Comment vous voyez cette attitude-là? Bon, je vais partir de fausses accusations. J'ai connu des cas, parce que je l'avoue, j'ai été enseignant, j'ai connu des cas où... Alors ça s'explique, hein? Ça s'explique. Oui, où dans une classe, Selon un enfant est accusé. Ouais. Il descend, il va poser le problème à l'administration. L'administration se tait et dit ben, c'est pas grave, tu es sûr que c'est pas toi. Ok, on oublie cette histoire. Et l'enfant en classe vit cette humiliation-là de ne pas montrer en fait qu'il devait la risque de tout le monde. Et parfois, ça a des conséquences sur ces rendements scolaires. J'en connais même qui ont finalement quitté le système simplement parce que quoi, on les avait accusés de vol. Et figurez-vous que c'est bien des années plus tard qu'on a découvert en fait que le voleur n'était pas lui. Wow. Il n'était plus élève, il est devenu, je crois, vitrier. Mais le nom lui est connu. Le nom lui est connu. Alors, moi, en tant que écrivain, je me dis, ces choses-là sont restées collées à ma personne. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui à cette jeunesse-là, si ce n'est pas leur donner des idées de chercher la vérité ou que c'est une vérité. Et ça passe forcément par la recherche. Tout est parti de l'individu qui dit disparition de l'ordinateur. Vous allez voir, la suite est partie de là et on arrivera à retrouver l'ordinateur. Oui, la retrouver. Et c'est le but de l'intrigue, le but de l'enquête en fait. Donc vous invitez ceux-là qui vivront, peut-être qui sont victimes de cette accusation, de cette fausse accusation, de ne pas s'arrêter simplement sur non, prières. Non, pas du tout. Dieu ne descendra pas, il fait beaucoup pour nous, hein, mais il ne descendra pas pour nous. Ces deux jeunes-là, je parle principalement des frères, ce serait tué, c'est mort. Ça pourrait provoquer des imams ou des pasteurs. Ça aurait bien changé. Bien, dans votre. Mais avant d'y aller, il y en a qui ont également recours aux pratiques traditionnelles. Suscitons dans nos jeux. Des façons de rechercher qui sont quand même en plus. Paraît-il que c'est sûr, hein, quand vous allez là-bas, vous mettez les noms. Je n'ai rien contre la chose. J'estime que c'est des choses de chez nous qui ont quand même eu le temps de faire le chemin et qui ont quand même peut-être à des moments donnés également leur limite. Donc, moi je veux instituer, je veux mettre à l'intérieur de ces enfants-là la possibilité de faire des recherches scientifiques, de passer d'une base physique en passant par l'Internet. Vous comprenez? C'est tellement mon but. Et si demain je reviens peut-être avec un ouvrage, je pense que je ne m'éloignerai pas de la suscitation de la curiosité chez l'enfant. Voilà. Et vous évoquez dans votre roman beaucoup d'autres sujets, notamment celui de l'orientation scolaire des enfants, des élèves. On remarque souvent que dans les écoles, les élèves ne savent pas souvent choisir leur filière. Ils font souvent leur choix sur des bases qui sont purement subjectives, parce qu'on a bien parti de ce côté, moi, il faut le métisme, Bien, quand vous êtes également conseiller en orientation scolaire professionnelle, je voudrais savoir comment doit se faire l'orientation de l'enfant et cette charge va revenir à qui? Vous allez me payer après. Bon, en fait, comme je l'ai dit, j'ai essayé de remettre les bases en fait, de l'orientation aussi dans l'ouvrage. Et j'ai parlé en fait de la plupart de ces canaux que les enfants utilisent. Il y a un camarade qui est parti dans une filière et comme je suis attaché à cette personne-là, je poursuis cette personne. Deuxième canal, j'ai mon père qui veut que je sois médecin, alors systématiquement il me pose de faire la série scientifique et la série DO, parce qu'il estime que c'est la seule voie pour que je devienne médecin. Mais sans prendre en compte mes capacités. Voilà, je prends en compte l'enfant qui, par exemple, dont le papa lui a quand même laissé les marches et qui aide l'enfant en fait. C'est un accompagnement à l'orientation. C'est-à-dire que l'enfant fait des propositions. Le papa va faire des recherches dans ce sens-là. Lui fait découvrir les métiers que l'enfant aspire et
Quitte à l'enfant maintenant de dire, ah, ce choix que j'ai fait, est-ce que je peux continuer sur ce chemin? Ce choix que j'ai fait, est-ce que je peux aller dans ce sens-là? Maintenant, l'autre chose, nous avons dans nos écoles, quelque chose qui se fait, elle dit qu'on laisse l'enfant d'abord aller faire la quatrième au départ, au déjà qu'ils sont en train de cumuler le tout, et c'est à partir de la troisième, à partir de la quatrième, on lui laisse le choix de faire les langues ou les sciences. Moi, je ne suis pas pour ça. J'estime qu'il faut continuer à jumeler les choses jusqu'à un niveau supérieur, peut-être laisser l'enfant faire tout au moins la troisième, avant de penser à une orientation. Mais ça doit se faire dans une communication triviale. Quand je parle d'une communication triviale, les parents d'un côté, l'enfant au centre et l'administration. Et si la communication fait le cercle qu'il faut, chacun sait en fait de quoi il s'agit. Deuxième chose, j'estime que déjà en troisième, un enfant doit être en mesure de savoir ce qu'il attend dans le domaine. Ce n'est pas après le bac qu'il a fait l'auto-orientation. Tout enfant a une aspiration. Tous les enfants ont des aspirations. Et même quand vous pensez qu'ils n'en ont pas et que vous leur posez la question, qu'ils vous disent je ne sais pas, je réfléchis, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Vous savez, au fond de l'enfant, il y a une aspiration. Mais parfois, il a honte de le dire. Un enfant qui vous dit qu'il a envie de devenir policier et que le papa dit oh le tu as envie de rester au bord de la voie, c'est une frustration qui naît. Mais écoutez-le, il y a des carrières de policiers, ça évolue aussi. Nous avons des hauts gradés dans l'armée, ils ont fait un processus, ils ont fait un parcours. Mais je ne vous arrête pas, mais il faut peut-être qu'on travaille également sur les aspirations, mais il faut que l'apprenant, l'enfant aussi, soit en mesure, qu'il tienne les moyens pour quand même poursuivre, pour faire développer peut-être cette aspiration. Parce qu'il ne servira à rien, par exemple, quand je décide d'être médecin, par exemple, et je n'ai pas les capacités, les capacités. Quand vous parlez de capacité, c'est capacité financière ou intellectuelle? Non, financière, parce qu'on a parlé de communication triviale tout à l'heure. Financière, parce que les parents aussi vont intervenir, mais je parle surtout des compétences. Ok, j'en ai parlé de l'ouvrage. Quand je prends le cas de Éduc, par exemple, un jour il a dit qu'il voudrait être un astronaute. En sixième ou en cinquième, quand un enfant te dit qu'il a envie d'être astronaute, le parent prend l'information. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne commence pas à aider l'enfant, parce qu'il sait que pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir des compétences en physique, vous avez vos noms que vous le spécialisez, il faut avoir des compétences en mathématiques, il faut être bon dans ces domaines-là. Et qu'est-ce que le parent fait? Les vacances des années qui ont suivi, il essaie de trouver les dispositions qu'il faut pour que l'enfant ait des compétences dans ces domaines-là. Il prend un professeur de mathématiques qui ne vient pas un enseignant, mais qui vient quelqu'un qui aide et qui conduit, en fait. Un peu comme Socrate l'a dit. Il permet à l'enfant, par exemple, pendant les vacances, de faire des jeux de dessin. L'enfant apprend à dessiner. On lui donne cette compétence-là. Mais vous le conduisez dans ce cas. Vous l'aidez à acquérir les buts. Tout à fait. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, la question qui suit directement celle-ci, c'est lorsque l'orientation rate, lorsqu'on échoue, lorsqu'il y a un défaut d'orientation, quelles sont les conséquences qui peuvent survenir? La conséquence, c'est d'abord la démotivation de l'enfant. Je vous assure, c'est un cas qui par moment, j'ai envie de faire un essai d'études, je vais le faire avec le temps, c'est la démotivation de l'apprenant. Déjà, un enfant à qui vous posez la question de savoir ce qu'il veut devenir dans l'avenir et qui n'est pas en mesure de le faire, il se pose un problème. Deuxième chose, si tu ne sais pas ce que tu dois faire, qu'est-ce qui peut te motiver à aller vers cette chose-là? Je base tout en fait sur l'orientation. J'estime que l'enfant qui est bien orienté, il est motivé, et peu importe les difficultés qu'il rencontre sur son chemin, le corps humain et l'intellect travaillent à l'aider à combler cette vide-là et à travailler dessus soi. Je crois qu'on va revenir dans notre ouvrage et on va vous demander de nous lire un passage de votre choix. Oui, avant qu'on enchaîne avec une autre question. Voilà. Il était écrit que j'y serais fait tôt ou tard, et que j'éprouverai ce plaisir immense de redorer mon honneur face à un monde de plus en plus enclin aux préjugés, à l'injustice. Maintenant, je marche dans les couloirs et les escaliers de ce collège, regardant ces visages qui m'ont traité de voleur. De l'humiliation, je connaissais la glorification. Du vol dont ils m'accusaient, je connaissais l'innocence. Au fond, la question du sort qui était réservé aux gens accusés de ce qu'ils n'ont pas fait m'interpelle désormais.
À ce qu'on raconte sur le sujet, je n'avais pas besoin d'aller loin pour avoir des exemples. Je l'avais vécu et j'en étais un. Pas besoin de témoignage, j'étais le témoignage. Quand je marche dans le collège, je peux voir le visage honteux esquissant un sourire qui fait briller le blanc de leurs dents entre les deux plis de graisse qui leur servaient de lèvres. Comment ne serais-je pas saisi de remords après avoir jeté sur moi l'opprobre? Surtout les filles qui, les connaissant, avaient eu assez d'aisance pour en faire tous les commentaires possibles, m'exprimer de la reconnaissance. Tout à fait. Ça, c'est du Chanel, donc elle est tout craché. C'est du entrée littéraire. Alors, moi, ma toute dernière question, c'est que je voudrais qu'on s'intéresse un peu au personnage de Yaïlon, qui est un personnage, un élève choyé, gâté par ses parents qui lui passent tous ses caprices, et ses parents, là, malheureusement, qui n'ont pas le temps également de veiller sur lui. Alors, la question, c'est quel message vous avez pour ces parents-là qui, du fait peut-être de leur travail, n'ont souvent pas le temps de rester à la maison, de surveiller les élèves, de surveiller leurs enfants, qui les laissent faire tout ce qu'ils veulent. Quel message on peut leur adresser? Le premier message déjà, c'est une prise de conscience. Tout part de là. Et il leur dit, peu importe leur occupation, c'est d'arriver à trouver du temps pour le projet de Dieu, leurs enfants. J'aime bien faire le cas d'un monsieur que je connais. Il est expert comptable. Il est super occupé, surtout en fin d'année ou en début d'année où il doit faire le bilan. Et qu'est-ce que je remarque? Que peu importe ses occupations, il arrive à trouver les créneaux pour aller voir ses enfants ou pour passer du temps avec eux. C'est le père que j'ai vu débarquer à l'école à midi, prendre ses enfants, rester avec eux jusqu'à 14 heures, s'assurer de leur repos et revenir les déposer à 15 heures parce qu'il n'est pas sûr d'être là à 19 ans. C'est le père qui se lève à 5 heures, malgré qu'il se demande que lui-même soit fatigué, qui se lève à 5 heures et qui veut juste veiller à ce que les leçons de la veille soient apprises. Et après, il va à ses occupations. C'est le peu de temps qu'il faut. On ne demande pas beaucoup. Vous comprenez? Le minimum. L'enfant, quand il sent une présence, quand il sent une communication entre la maison et l'école, quand il sent que tout peut arriver à tout moment, il prend les choses au sérieux. Et c'est ce que je demande à tous parents. On ne peut pas demander parfois la présence permanente parce que le boulot nous contraint. Et comme nous courons après l'argent, ça, il ne faut pas oublier le plus important parce que l'argent sera là et nous aurons des écrans sur nous à la maison. Un peu comme le cas du Grammy. Ouais. Et concernant Yaïlou qui, à cause de ses cadeaux, on a constaté MFA et conduit finalement et Lipim qui était quand même très amoureux et perdument même amoureux d'elle. Les jeunes filles ont tendance à souvent apprécier ou aimer le matériel. Qu'est-ce que tu peux expliquer sur la chose? Non, c'est là où j'interviens toujours avec le peu que je peux ajouter en termes d'éducation à nos enfants, c'est d'éveil de conscience. À lire cet ouvrage, je pense que toute adolescente doit faire désormais, ou bien doit beaucoup plus réfléchir à ce qu'il faut se jeter dans les bras du premier venu qui nous offre des cadeaux. Parce que parfois, il faut se poser la question d'où viennent ces cadeaux. Voilà. Et c'est là où le bas blesse. Surtout quand l'enfant n'a pas encore une tort. Et c'est là où le bas blesse. L'éléphant, on a fait le frais. Et si toute adolescente qui lit ce ouvrage veut bien s'inspirer de ce qui est arrivé à une femme, c'est qu'elle prendra conscience de ça. Savoir comment aborder désormais les relations de ceux qui viennent avec des cadeaux sous les bras. Alors je vais vous demander, c'est déjà la fin de notre entretien, je vais vous demander votre mot de la fin. Pas en tant que disserteur des défis scolaires. Ça va bien. Mais en tant qu'acteur du système et comme je le dis aussi, c'est Dieu qui donne aussi l'inspiration. Je dis l'inspiration, elle est divine. Hein. J'invite les parents d'abord à aller essayer de la lecture, amener les enfants à acheter à lire. Et ils en sortiront gagnants certainement ces enfants. Tout à fait.
Mesdames, Messieurs, c'est déjà la fin de cette émission, de cette toute nouvelle émission Téléculture. C'était co-animé avec Ibrahim Adamou, que je remercie également. J'aimerais beaucoup que vous rentrez bien, revenez quand vous voulez, ici c'est chez vous. Alors, donc le plaisir est pour nous, merci d'avoir été des nôtres. On va se retrouver très prochainement sur un autre programme de votre chaîne Elise TV, créé pour inspirer. Ciao, ciao. Merci.